Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode de cette semaine. Fanny Enjolras-Galicine, c'est une de mes rencontres coup de cœur de ce début d'année. Elle est l'auteure du compte Instagram The Greenimalist, engagée pour informer sur les impacts environnementaux et sociaux de la mode et proposer des alternatives pour mieux consommer au quotidien. Fanny, c'est aussi la maman de 2 jeunes enfants et une salariée très épanouie en tant que responsable juridique d'une grande entreprise. Fanny est polyglotte, elle baigne depuis toujours dans un environnement multiculturel et a été élevée dans une famille qui valorisait le travail-passion et l'excellence. Le mot qui me vient pour parler de Fanny, de son parcours, c'est cheminement. Elle parle si bien de la manière dont son rapport au travail a évolué, de sa définition de l'ambition qui a changé, et de l'environnement de travail sain, fondé sur le respect des autres, dans lequel elle travaille aujourd'hui, qui constitue la clé magique qui fait qu'elle est si bien dans sa vie aujourd'hui. Et dans une période qui glorifie l'entrepreneuriat, rappeler qu'il y a des salariés heureux et comprendre pourquoi ils le sont, c'est vraiment passionnant. Cheminement aussi dans ses prises de conscience écologiques. Rien ne se fait du jour au lendemain, tout se construit, doucement mais sûrement. Cette discussion, c'est aussi un long échange sur la culture. Culture des origines, culture familiale, culture d'entreprise, et de comment on s'en affranchit ou on trouve celle qui nous convient. On a parlé aussi du quotidien, de la place du digital dans nos vies, et de cette forme de discipline douce dont parlait Elodie dans son interview pendant le confinement, pour s'assurer de mettre son temps dans des activités qui nourrissent. Le témoignage de Fanny nous rappelle aussi combien nous avons la chance de pouvoir nous poser les questions qui nous animent ici. Choisir tout, c'est même pas une option dans beaucoup de pays dans le monde. Alors sans minimiser les complexités du sujet, des parcours et des choix de vie, savourons quand même la liberté que nous avons de pouvoir faire ces choix. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter Fanny que j'en ai eu à échanger avec elle. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans le podcast. Je suis contente d'avoir découvert ton compte et puis de t'avoir rencontré toi. C'est grâce à Héloïse, de Héloïse et Abella, qui, je crois, en partageant son épisode, enfin bref, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais c'était... Exactement comme ça. C'était ça, hein. Ouais, donc je suis très contente. On a longuement préparé l'épisode ensemble et je pense qu'on a plein de choses à se raconter. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais, tout ça. Alors, les multi-activités que je fais. Ouais, exactement. Voilà. Alors, donc, je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans, je suis née et j'habite à Paris. Donc, pour de vrai, ma première activité, c'est que je suis maman de 2 enfants, donc Vladimir qui a 4 ans et demi et Alma qui a bientôt 1 an et demi. Voilà, je suis professionnellement responsable juridique, donc juriste en entreprise, spécialisée dans le droit des contrats internationaux. Et je suis le soir auteure d'un compte Instagram qui s'appelle The Greenimalist, qui est tourné vers la mode éco-responsable, dont les objectifs sont, alors c'est informer les personnes sur les impacts environnementaux et sociaux de la mode et de proposer aussi des alternatives pour les accompagner au quotidien. Alors, il y a des tips de comment mieux consommer. Je présente des marques éthiques et surtout, le but du jeu, c'est de déculpabiliser les gens parce que on a tellement de charge mentale, on y reviendra. Donc c'est pour vraiment accompagner les gens et c'est aussi un compte qui n'est pas sponsorisé. J'ai fait le choix de ne pas être payée, de ne pas accepter de contrepartie. Donc, j'achète quasiment tout ce que je présente. L'objectif, c'est de me mettre dans la peau du consommateur. Et je teste les vêtements. Je donne des notes aussi de durabilité.
Oui. Donc, c'est mon activité du soir, mais pas que, parce qu'en ce moment, avec une amie que j'ai d'ailleurs rencontrée grâce à Instagram, nous écrivons un livre sur la mode éco-responsable et il paraîtra l'année prochaine. Ouais, on Donc va en là, parler. on est en pleine conception et écriture. Ouais, t'en fais des choses. On en reparlera de tout ça et notamment de comment tu fais pour écrire le livre et tout ça. Mais avant qu'on rentre dans le détail de tout ce que tu viens de nous expliquer, je voudrais qu'on revienne en arrière à la Fanny Mhm. petite fille, parce qu'on a eu pas mal d'échanges autour de ça aussi, mais l'environnement dans lequel tu as grandi, avec quel message implicite autour du rôle, de ton rôle que tu pouvais prendre aussi bien dans ta famille, dans ton travail, etc. C'était quoi l'environnement dans lequel tu baignais petite? Alors, c'est un environnement assez, pas très classique. Mhm. En fait, déjà, c'est un environnement multiculturel parce que ma maman est japonaise. Mhm. Et mon père est ardécho-auvergnat. Donc voilà, on ne doit pas être très nombreux à être japonais ardécho-auvergnat. Le point commun de ces origines vis-à-vis du travail, en tout cas, c'est une valeur travail très importante. Mhm. Moi, j'ai des parents, enfin surtout mon père, parce que ma mère ne travaillait pas quand on était toute petite, mais après, elle a travaillé. Et donc, mes parents, eux, leur travail, c'est leur vie. C'est des gros passionnés de leur métier. Mon père est architecte et ma mère crée des bijoux. Mhm. Et en fait, c'était pas vraiment des métiers, mais des passions. C'est des personnes qui sont guidées par leur passion, Mhm. qui deviennent un mode de vie. Donc, c'est pas toujours évident en tant qu'enfant de les suivre, mais petite avec ma sœur, on vivait architecture et art au quotidien. On était imprégnés dans cet univers. Et malgré tout, alors, peut-être que c'est lié au fait que ma maman soit asiatique et que c'est important en Asie de réussir ses études. En tout cas, on a été incité à travailler, à avoir des bonnes notes, à être voilà, la première à l'école, la première à la danse, la première au piano, Ah ouais. à faire des langues après l'école, notamment des cours de japonais. Donc Mhm. beaucoup de pression pour bien faire les choses. Parce que voilà, avec des parents passionnés qui font mais jusqu'au bout et à fond qu'ils entreprennent, ce qu'ils entreprennent, pardon, Ouais. bah, fallait aussi qu'on fasse les choses avec le plus d'investissement et de sincérité possible. On est, en fait, eux, ils sont jamais dans la procrastination. On avait des exemples d'action, d'absolu. Enfin, on se repose jamais, on se remet toujours en question. Voilà. Donc, c'est un environnement très stimulant Mhm. intellectuellement où le travail prend vraiment une place importante. Et puis, on a été aussi, on a eu une éducation très ouverte sur le monde. Donc, c'est vrai qu'être de deux cultures, ça aide. Et nos parents voyageaient énormément, on les accompagnait, voilà. Déjà enfant, je parlais plusieurs langues. C'est devenu aussi une passion. Donc, Mhm. j'apprenais les langues en étant ado et jeune adulte. Je comprends 5 langues. J'ai même appris l'hébreu. Enfin, Ouais. voilà. Les voyages et les langues sont devenues rapidement une passion aussi pour moi. Donc, voilà. Donc, un environnement un peu particulier quand même. Ouais. Et je pense qu'on avait beaucoup de chance. Ouais, ouais, beaucoup de chance et puis on en attendait aussi beaucoup de toi. Et ça me Oui. mène à ma question suivante sur, tu vois, tu parlais de la place du travail et tout ça. Et quand on avait eu notre première discussion, tu as employé une expression que j'ai trouvée très jolie. Tu me parlais de la clé magique Oui. pour me parler de ton environnement de travail actuel. Alors, tu vois, je pense que la question de l'environnement de travail, elle est clé quand on se pose des questions d'équilibre parce que c'est effectivement le travail, la place qu'il prend, mais aussi l'environnement et comment certaines choses sont acceptées ou pas. Est-ce que tu peux nous parler de cette clé magique et pourquoi elle est autant clé dans l'équilibre que tu as aujourd'hui? Alors en fait, effectivement, moi j'ai grandi avec une valeur travail ultra forte et écrasante. On s'épanouit à travers son travail. Enfin, c'est toujours l'image que j'en ai eue. Et Mhm. cette image, elle a un peu évolué à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir. Donc pour moi, cette clé magique, c'est l'équation magique, c'est la formule magique qui permet de bien se sentir dans sa vie. Donc au travail, évidemment, et puis à côté, c'est l'équilibre. Donc d'où, en fait, j'adore le titre de ton podcast. Parce que on est toujours sur le fil. Ouais, ouais. Rien n'est jamais acquis. Et donc, c'est cette équation, en fait, qui est propre à chacun Mhm. et qui remplit différents critères de bien-être qui tournent autour du travail et de sa vie et qui sont importants pour soi. Alors, je m'exprime un peu mieux. Je veux dire par là que c'est à chacun de trouver, en fait, ce qui est, par rapport au travail,
le plus important? Quels sont les paramètres, comment dirais-je, fondamentaux? Donc, Oui. ça peut être le domaine d'activité. Il y en a qui sont très attachés à un domaine particulier. Ça peut être le côté humain, les collègues et la hiérarchie. Est-ce qu'on s'entend bien avec son chef ou pas? Ça peut Mhm. être les horaires. Le salaire aussi, le lieu de travail, les compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut utiliser. Enfin, il y a plein de critères différents. Et puis, c'est un peu à chacun de se constituer sa grille de critères prioritaires qui permet d'atteindre justement cette équipe. C'est cette fameuse clé magique. Alors après, ces critères-là, ils sont mouvants parce qu'on évolue à travers le temps. On n'est pas la même personne, on n'a pas le même rapport au travail et à la vie perso dans sa vingtaine, dans sa trentaine, dans sa quarantaine et ainsi de suite. Et en tout cas, moi, au début, on en a parlé ensemble au début de ma toute jeune carrière. Ce qui était important, c'était le prestige de l'entreprise, donc les langues, hein, voilà, j'en ai parlé, le salaire aussi. Et donc, j'ai énormément travaillé au début de ma carrière. J'étais corvéable à merci parce qu'avec avec une éducation où le travail est central, il fallait que je me jette là-dedans. Et j'étais corvéable à merci. Je travaillais, mais le week-end, enfin, voilà, c'était complètement n'importe quoi. Et donc, ces critères-là voilà, du domaine d'activité, du prestige de l'entreprise, du salaire, des langues, c'est super important et ça permettait de justifier pour moi l'atteinte d'un certain idéal social qui est assez Mhm. dominant Ouais. et qui permettait de dire, voilà, j'ai réussi par Ouais. rapport aux autres. Et c'était évident pendant ma vingtaine. Enfin, voilà. Mhm. À partir de la moitié de ma vingtaine, enfin, la fin de ma vingtaine, pardon, Mhm. j'ai connu des cas de violence psychologique au travail. Mhm. Donc, au début, à travers le harcèlement d'une collègue sous mes yeux, le burn-out d'autres collègues, et enfin, bah, j'ai connu les deux directement. Donc, Mhm. ça, c'était fin de la vingtaine. Ouais. J'ai été moralement harcelée, Mhm. abîmée par une supérieure hiérarchique qui était une personne qui était très malheureuse et très frustrée dans sa vie et qui se défoulait sur des membres de son équipe. Et voilà, enfin, c'était assez classique, c'était des ordres contre ordres. Elle pratiquait aussi du dénigrement. Moi, elle m'avait dit que j'étais indigne d'être juriste. Ouais. Voilà, je n'étais pas à la hauteur de mon boulot. Elle pratiquait aussi un racisme latent à mon égard. Mhm. Par exemple, je me souviens un jour, il me disait, bon, bah, toi, tu vas être en charge de la Chine parce que tu es asiatique. Enfin, ce genre de Oh là remarques. là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, ça allait jusqu'à des injonctions délirantes et absurdes. Elle nous interdisait, nous les filles, à mettre des jupes au-dessus du genou parce qu'elle disait qu'on était trop provocantes. Et donc, bon, ça allait très loin. Et moi, qui était corvéable à merci, qui avait un sens très, très important de la hiérarchie, parce que ça, c'est lié aussi à ma culture japonaise, à mon Mhm. éducation, bah, j'étais pris, enfin, j'avais l'impression d'être complètement désarçonnée, de pas obéir, mais de trouver ça en même temps complètement fou, inacceptable. J'étais pas du tout outillée, en fait, dans la vie pour faire face à ce type de violence. Mhm. Ça, Oui, si c'est tant pas est qu'on très bien. puisse l'être, parce que je pense que quel que soit l'âge, il y a un moment où il y a juste des choses qui sont pas acceptables tout court, quoi, tu vois. En fait, c'est ça. Et je n'ai pas appris à dire non, en fait. Ouais. Tu vois, Mm. j'ai pas appris à me rendre compte qu'une situation pouvait être inacceptable humainement pour moi. Mm. Et en fait, ça, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Et que, voilà, il faut se respecter soi-même, son corps, enfin, tout Mm. ça. Et qu'on peut pas. Enfin, les autres ne peuvent pas faire certaines choses. À partir du moment où voilà, ça devient une souffrance, Ouais. ça n'est pas acceptable. Ouais. Et ça, moi, j'étais pas du tout, mon héritage, Oui. mon double héritage, je n'étais pas du tout armée pour ça. Ouais. Donc, je pense que, voilà, est-ce qu'en éduquant ces enfants, on peut éviter ça? Je ne sais pas. Mais au moins, on peut peut-être leur mettre des petites graines dans la tête en Mm. disant, bon, bah, il y a peut-être des situations où je peux dire non. Mhm. Voilà. Donc, Ouais, je je ne suis sais pas d'accord. si ça fait aider, mais en tout Bah cas, moi, c'est si. ce que j'ai fait, d'appliquer. Si, parce Ouais, que les tu penses? messages impliquent. Bah, je pense, enfin, je l'espère comme toi. J'essaie de faire la même chose avec mes enfants, mais c'est les messages implicites, ils sont différents, tu vois, par rapport au fait de dire la hiérarchie ou le travail, c'est la valeur primordiale. Et ça, c'est des choses qui me parlent. Moi, j'ai été élevée aussi dans l'idée qu'il fallait
beaucoup travaillé et tout ça, mais un peu inverser les choses en disant c'est important de s'écouter et de respecter les limites, C'est ça. ses propres C'est ça. limites, c'est un apprentissage clé, quoi. Donc je pense que dès tout petit, si on peut C'est ça. les programmer dans cet état d'esprit-là, c'est bien. Et cette En expérience-là, fait, c'est exactement ça. ouais. Cette expérience-là, tu dirais que c'est ça qui a fait changer les fameux critères de choix dont tu Ah oui. parlais tout à l'heure? Ouais. Exactement, parce que en fait, ça a tellement chamboulé ma propre confiance en moi, je me suis sentie désarçonnée, jetée à terre. J'ai fait une déprime, hein, pendant un mois, je regardais le plafond de ma chambre en me sentant comme, enfin, en me sentant tellement mal et capable de rien. J'ai vraiment eu un gros passage à vide et puis j'ai petit à petit remonté la pente grâce à mon mari, celui qui est devenu entre-temps mon mari, Mhm. qui est vraiment une personne tournée vers les autres, qui essaie de trouver des solutions. Enfin, voilà, c'est Mhm. génial. Non, je crois que ce serait pas mon mari, on n'aurait pas des enfants. Je crois que j'aurais pas d'enfants si je l'avais pas rencontré. Mhm. Et puis l'aide d'un psy aussi spécialisé dans les violences au travail qui m'a énormément aidée pour reprendre toute cette confiance en moi, pour détricoter mon éducation et voilà, pour aussi apprendre à dire non. Donc je ferai différemment avec mes enfants, évidemment. Mhm. Et c'est effectivement là où j'ai revu mes critères, ma fameuse clé magique Mhm. pour choisir un travail depuis. Et maintenant, je privilégie avant tout l'environnement humain. C'est-à-dire que je veux travailler avec des gens qui sont sains humainement, Ouais. qui respectent les autres. Voilà. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans un environnement humainement sain et je m'épanouis au travail. J'ai regagné ma confiance en moi. On m'a donné aussi la possibilité de m'exprimer. Ça, voilà, ça semble voilà, évident, mais c'est tellement pas évident de Non, ça l'est trouver ça. pas. Ça l'est pas. Et ça, tu vois, c'est une question aussi que je me pose, c'est comment tu arrives à sentir, tu vois, pour quelqu'un qui, justement, qui vivrait peut-être ce que toi tu as vécu, arriver à sentir que l'environnement, par exemple, quand on passe des entretiens, que l'environnement de travail est un environnement sain. C'est pas évident, ça, tu vois, de le C'est sentir. c'est très aléatoire parce que en quelques heures d'entretien au pluriel, parce que voilà, moi, Oui. j'en ai passé plusieurs. Enfin, c'est une histoire de chance aussi, Mm. mais c'est aussi pour ça que la période d'essai, elle est faite avec Oui. l'ALIA de perdre son travail, ça c'est sûr. Mais je pense que quand on ne sent pas les choses voilà, au bout de quelques semaines, il faut vraiment attendre, faut prendre du temps pour connaître les gens, Mm. mais il ne faut pas hésiter à changer de boulot. Alors, ce n'est pas évident parce que financièrement, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours dans cette capacité-là, hein. Mhm. Je l'ai fait au moment où on n'avait pas encore d'enfants, donc Mhm. c'était possible. Mais malgré tout, aujourd'hui, même si je pense que je le ferai, voilà, parce que je suis prête à vivre avec un train de vie moins important, bien moins important pour prendre ce risque et même pour accepter un travail bien moins rémunéré. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pourrais gagner beaucoup plus, mais la Oui. vie, elle est ailleurs pour moi. Ouais. L'important n'est pas là. Ouais. Voilà. Et alors, l'important est pas là. L'important, il est où? Alors, il est où l'important? Alors voilà, avec les magiques, c'est l'humain, c'est Ouais. vraiment aussi là, enfin, c'est l'épanouissement en fait, et c'est aussi, je pense, se défaire du regard des autres et des Mm. attentes que la société peut avoir de chacun d'entre nous. Parce que moi, j'ai fait 7 ans d'études, hein, j'ai bac plus 7. Je négocie des contrats dans 3 langues. Enfin, sur le papier, ça paraît sympa et tout. Voilà. Mm. Mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément ces 3 langues. Et ben, c'est pas grave, en fait. Mm. C'est pas grave. Et puis, ben, parfois, on me dit, ah, mais t'aurais pu faire plus, te lancer dans plus. Mais non, non, moi, je suis très bien aujourd'hui, là. Mm. Je m'en fous, en fait. Ouais. Ouais. Ou alors, on me dit, bah, t'aurais pu être avocate. Mais oui, très bien. Oui, tout à fait. Ouais. Avec les équivalences, en plus, je pourrais être avocate. Ouais. Mais c'est pas ce qui m'éclate au quotidien. C'est pas ce qui va faire que je préserve cet équilibre. Ouais. Donc, en fait, je préfère faire quelque chose qui est moins prestigieux au regard de la société. Mm. Et je suis tellement plus heureuse que je m'en fiche. En fait, je me suis complètement affranchie de ce regard-là. Mm. Et alors, on va venir aux autres aspects, enfin aux autres pans de ta vie, aux autres facettes de ta vie. Alors, tu m'as fait rire quand on s'était parlé au téléphone, tu m'as dit, le soir, j'ai un compte Instagram, genre une activité secrète. Est-ce que tu peux nous Alors, parler j'ai une activité. de quoi? Pardon.
Oui, oui, c'est ça, c'est une activité secrète. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité très secrète, de ton compte et de sa mission? Tu en as dit deux mots en introduction, mais j'aimerais bien que tu nous expliques comment t'es venue l'envie de créer ce compte. Alors l'envie, en fait, tout est enfoui en soi, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est le fruit d'expériences, de rencontres, de raisonnements, voilà, de sensibilité qu'on a depuis un bon petit bout de temps. Donc ce compte, en fait, c'est le point de convergence entre plein de choses qui me passionnent. Mhm. Donc déjà, un point qui, je pense, va passionner très peu de monde, c'est le droit de la consommation. Mais pas du tout. Détrompe-toi. Ouais. Donc, je pense que le point de départ, c'est ça, Ouais. puisque en fait, ma mère, elle a été abonnée à 60 millions de consommateurs depuis que je suis toute petite et je lisais ça à 8 ans dans les toilettes. J'ai pas tellement envie de faire du droit. Enfin, je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais s'interroger sur ces actes d'achat, c'est un truc, ça m'a toujours intéressé. Mhm. Et puis aussi l'environnement, c'est-à-dire que dans ce que j'ai reçu de la part de mes parents, c'est être attentif aux pressions de l'homme exercées sur l'environnement. Mhm. On a toujours fait très très attention. Enfin, même ma mère, elle nous achetait jamais de produits industriels, de produits transformés. J'avais jamais mangé de purée mousseline, par exemple, Ah ouais. euh, sauf à la cantine. Et là, voilà, ça a été ça a été Oui. un désastre culinaire pour moi. Et en fait, voilà, enfin, elle s'est toujours interrogée, elle nous a toujours sensibilisés à ça, et aussi, voilà, bien sûr, éteindre la lumière, mais ne pas manger d'aliments. Enfin, on parlait déjà des pesticides, de la couche d'ozone. Etc., etc. Donc, on a toujours fait très attention. Donc, il y a eu ces deux petites graines-là qu'ils ont plantées dans ma tête. Mhm. Et puis, j'ai toujours adoré le beau aussi, ça c'est lié à mon éducation aussi, les vêtements, enfin, j'ai toujours adoré. Et Ouais. donc, avec mon mari, on a changé nos modes de consommation il y a une dizaine d'années, donc c'est passé par l'alimentation, Mhm. après les produits de beauté. Et puis, il y a 8 ans, je me suis dit, je vais commencer à m'habiller différemment parce que il y a eu l'effondrement du Rana Plaza, donc c'était Ouais. une usine de confection de vêtements à Dhaka, au Bangladesh, qui s'est effondrée et qui a causé la mort de plus de 1000 personnes d'un seul coup parce qu'il y a eu Mhm. une violation des normes de sécurité. Le bâtiment n'était pas du tout aux normes, donc il suffisait de peu de choses pour qu'il s'effondre. Et en fait, là, je me disais, mais enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Dans quelles conditions sont fabriqués mes vêtements? Qu'est-ce que je me mets sur le dos? J'avais pas d'enfant à l'époque. Et j'ai commencé à investiguer grâce à Que Choisir et compagnie Mhm. et 60 millions de consommateurs parce qu'il y avait aussi des vêtements qui causaient des brûlures, des chaussures qui causaient Ouais. des brûlures. Je me suis dit, bon, c'est pas très clean ce qu'on se met sur soi. Et il y a 8 ans, bah, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, il n'y avait pas beaucoup de marques, c'était pas très chouette, c'était très, très, voilà, c'était un peu l'image qu'on a de la mode écolo, Ouais. truc, voilà, sans forme, Ouais. en laine bouillie, Grise et marron. Ouais. et voilà, pas très saillant. Ouais. Et donc, c'était un petit peu compliqué, mais voilà. Et il y a 3 ans, en fait, comme j'étais un peu, j'avais des vêtements qui avaient fait l'objet d'une réflexion en amont avant leur achat. Et bah, je me suis dit, tiens, je vais poster pour les copines qui me demandaient, ah, mais où est-ce que tu as trouvé ci et ça? Donc, je vais poster sur Instagram un peu mes tenues. Alors, au début, il n'y avait pas la tête. C'était très, très moche. C'était pris au téléphone avec des espèces d'effets. Bon, bref. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Ben, j'ai eu de plus en plus de personnes qui m'ont suivi. Donc, c'est pas non plus le compte de folie. Hein. J'ai pas aujourd'hui 12 000 personnes qui me suivent. Parce que Mhm. c'est quand même un créneau de niche. Et puis, bon, voilà, il n'y a que 12. Enfin, il n'y a que. C'est Pas bien que, déjà, quand même. c'est, enfin, Mhm. voilà. Et voilà. Donc, je faisais ça le soir quand mon fils était endormi. Mhm. Je faisais des recherches, j'écrivais des textes, mais je suis assez efficace. C'est-à-dire que les textes, les questionnements, je les écris au fil de l'eau, je les élabore dans ma tête en rentrant du bureau. Mhm. Et puis, j'écris tout de suite. Bon, c'est des posts Instagram. Hein. J'ai fait le choix de ne pas faire de blog parce que c'est beaucoup plus prenant. Mhm.
Et j'ai fait ce choix justement pour pas que ça empiète sur ma vie pro, sur ma vie de maman, sur ma vie de femme, ma vie tout court. Mhm. Et du coup, Instagram, voilà, le soir, ça prend un certain temps, mais pas un trop gros temps. Ça me laisse le temps de faire autre chose aussi. Voilà. Ouais. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir dans ce que tu dis là. Ouais, ouais. D'une part, c'est en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ton compte et dans ton approche d'une manière générale, c'est le côté, c'est à la fois éducatif, mais c'est pas du tout donneur de leçons. Contrairement à pas mal de ressources sur le sujet, c'est pas non plus culpabilisant. Tu vois, tu mets pas la barre tellement haut qu'on se dit, mon Dieu, un truc de plus à faire, tu vois, une espèce de charge mentale supplémentaire. Est-ce que tu l'as pensé comme ça consciemment ou ça t'est venu ou c'est juste le temps qui est venu naturellement? Alors, tout est très, 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 très conscient, hein. Rien n'est laissé au hasard. D'accord. Euh, j'ai mis plus de 5 ans à m'habiller à peu près avec plus de conscience et de réflexion. J'ai eu beaucoup de fails, de rechutes de fast fashion. Mm. J'ai été traversée, comme tout le monde, par la culpabilité de ne pas faire assez et bien. Mhm. Donc, à partir de ça, je suis qui pour donner des leçons? Ouais. Tu vois, Ouais, pas ouais, ouais. possible. Et en plus, on parle de plus en plus de charge mentale écologique chez les femmes, parce Mhm. que finalement, c'est sur nous que la société fait peser ce type d'obligation. Mhm. Et déjà, on subit tellement d'injonctions et de pressions au quotidien pour être une bonne employée performante, pour être une mère exemplaire quand on a des enfants, Mhm. que mon dernier souhait le soir, c'est de faire peser des obligations et de faire subir aux femmes un discours qui est culpabilisant et moralisateur. Ouais. Voilà. Et encore une fois, chacun fait comme il peut en fait, hein, Mhm. à son rythme, avec ses outils, avec son mode de vie, avec ses ressources. C'est en fait le plus important dans l'affaire, c'est de faire les choses avec conscience et de questionner, de pas acheter de manière automatique, mais de se dire ah, déjà est-ce que j'en ai besoin? Voilà, bon, d'où ça provient? Je vais essayer de me renseigner si j'ai le temps, si je peux, si ça me parle. C'est déjà ça. Déjà, si on amorce la conscience et la réflexion, c'est déjà très, très bien. Ouais. Déjà, si on se questionne, on a fait la plupart, enfin, Mhm. on a fait la moitié du chemin, quoi. Ah ouais, tout à Donc, fait. donc Et voilà, c'est non, mais c'est intéressant parce que ça transpire vraiment dans ce que tu fais, ça se sent, quoi. Et l'autre chose qui m'intéresse, c'est que en fait, tu as l'air de vouloir garder ça comme un side project, de pas vouloir en faire ton métier, ce qui est à l'inverse de la tendance actuelle de l'entrepreneuriat. Et tu as aussi une espèce de conscience, on avait eu cette conversation, mais moi, je m'interroge de plus en plus sur la place que prend le digital dans nos vies, tu vois. Je freine pas mal des cas de fer sur le temps que j'accorde au réseau et tout ça, et même si on est un peu obligé aussi, quand on crée du contenu, de faire, et puis il y a des échanges très sympas, mais moi, je suis très méfiante du côté, euh, tu vois, envahissant des réseaux et tout dans nos vies. Et je trouve ça intéressant que tu dises que tu as enfin, mis en place des choses pour que justement ça n'en prenne pas trop de place. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ça? En fait, c'est pareil que pour les vêtements. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien en amont et qu'on ait conscience de ce qu'on fait parce qu'on fait des Mm, choses de manière assez automatique, surtout quand on est très fatigué le soir. mm, Qu'est-ce qu'on fait? On plonge pardon, dès un instant libre dans nos téléphones. On se noie dans Netflix, des séries. Bah, moi, ça m'arrive aussi, hein. Franchement, mm, je suis pas irréprochable. Et puis, mm. ça me fait du bien, surtout. Ouais, Et bah oui, parce que bien sûr, à ouais, la base, ouais. c'est quand même censé nous faire du bien, hein, et Mm. c'est censé, comme dirait Marie Kondo, sparks joy. Donc, à la base, il faut quand même se dire, il faut se faire plaisir. Donc, oui. Donc, moi, je suis comme tout le monde. Je me plonge dans des séries, surtout en ce moment, des séries coréennes sans fin. Mais bon, voilà, Mm, chacun son truc. Et puis, je dévore des feeds sans limite sur les réseaux sociaux. Sauf qu'à un moment, voilà, il faut faire les choses avec conscience et surtout ne pas subir. Et mm, en fait, à un moment, comme tout le monde, hein, j'ai pu ressentir un mal-être en scrollant sur Instagram. Alors, ça pouvait être suite à des commentaires négatifs de personnes. Bon, elles ont tout à fait le droit, hein, entre nous. mm, Donc, OK. J'ai pris beaucoup de distance par rapport à ça, mais sur le moment, ça m'a fait du mal. Et puis aussi, les images, évidemment, trop parfaites qui font ressentir aux personnes qui regardent de la grosse frustration, de la culpabilité. Et en fait, ça a été très, très compliqué pour moi. Alors, pas sur la mode éthique, mais en fait, mon talon d'Achille, c'était les femmes qui étaient épanouies pendant leur allaitement. mm.
qui sont là dans la nature avec un bébé qui donne le sein. On a l'impression que c'est le truc le plus merveilleux du monde. Et ben, moi, ça a été une catastrophe, en fait. Ça a été une Ouais. souffrance. Je l'ai fait, mais je me suis accrochée. Enfin, voilà. Et ça, enfin, je pleurais dans Instagram. Et quand j'ai pris un peu de recul, enfin, surtout grâce au sommeil, hein, Oui. à ce moment-là, Ouais. quand j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, non, mais attends, t'arrêtes là de t'imposer des trucs toxiques, Mm. tu vas arrêter tout de suite là. Et puis, bah, en fait, j'ai plus mon libre arbitre. Et ça, j'aime pas bien. C'est une sorte de warning intérieur. Et du Mm. coup, bah, un peu comme avec les ados, je me suis imposé un temps d'écran. Mhm. Voilà. Et un temps d'écran, c'est aussi pour faire mes posts Instagram et mes photos, hein. Donc, Ouais. un temps d'écran pour voilà, faire autre chose. Et pareil pour Netflix, à un moment, je vais me dire, attends, là, c'est je suis en train faut que j'aille en cure de désintox, là, ça va plus, là. Regarder 6 épisodes à la suite, avoir la vaisselle qui est qui est pas faite. Enfin bon, Mm. ça va pas, ça. Donc, voilà, je m'impose, c'est une discipline, mais finalement, au début, c'est un peu contraignant, mais c'est nécessaire pour garder cet équilibre. Ouais. Donc, pour animer mon compte, j'écris donc ce que je te disais assez rapidement les posts. Et les photos, en fait, c'est mon mari qui les prend Mhm. et c'est hyper organisé. Donc, en fait, on fait un shooting tous les 2 mois. On shoot une dizaine de tenues en 1 heure. Je Ouais. suis à peine maquillée, ni rien. Ouais. Voilà. Donc, c'est aussi d'où le côté simple et minimaliste du contenu, si tu veux. Le côté pas très bien Oui. léché, les photos, je les retouche à peine et tout. C'est parce que ça fait partie aussi de l'équilibre. Puis, ça fait Ouais. partie de moi. Je donnerai pas plus, en fait. Je Mm. donnerai pas plus parce qu'après, ça serait plus un plaisir. Pour revenir à ce que disait Marie Kondo, ça devient une obligation. Et si Instagram devient une obligation, ah, je dois poster du contenu, ah, machin, alors Mm. là, moi, j'arrête, hein. Mm. Super Parce qu'il faut intéressant. se préserver. Il faut se Ouais. préserver soi, il faut Ouais. connaître ses limites. Et c'est vrai que ça requiert un peu de discipline. Mais finalement, quand on regarde et on s'extrait un peu et on regarde la photo dans sa globalité, bah, c'est pas mal. Voilà, Ouais, et je crois que c'est clé ce que tu dis, cette idée de ne pas subir. euh, absolument. D'être tout le temps, enfin tout le temps, c'est un côté un peu discipline dans le mauvais sens du terme, mais d'être quand même aux manettes en fait de ce qu'on fait, de C'est ça. pas. Ouais. C'est important aussi de garder, tu vois, les manettes, c'est avoir le contrôle, mais aussi avoir des phases d'absence de contrôle. Oui, Ça, c'est hyper important. ouais. Sinon, on devient une machine, en fait. Et Exactement, oui, exactement. et puis, Ouais. bah, tu vois, il y a des soirs, j'ai pas envie d'écrire mon bouquin. J'ai dit, bon, bah, allez, je me fais trois épisodes de ma série coréenne. Et bah, tant pis, je l'ai fait. Mais Ouais. j'irai pas en faire 4, tu vois, Ouais. Ouais. parce que j'aurais réfléchi en amont. Donc, c'est une sorte de contrôle, mais avec des plages d'absence de contrôle total. Il faut surtout en ce moment, hein, on est chez soi, on peut pas partir pour s'évader. Mm. Il faut trouver des activités qui nous font plaisir et où on perd ce contrôle. Alors, moi, je préfère faire des activités créatives, donc Mm. comme écrire le bouquin, ça, c'est parfait en ce moment. C'est là Mm. où je m'échappe, je m'évade. Et puis en plus, je le coécris avec Morgane, une amie, donc on est à deux, on s'épaule et tout. Là, par rapport au Corona, toutes les deux, on a trouvé notre équilibre et notre échappatoire. Mm. Et c'est là où on est hyper créatif et tout. Mais ça peut être de la couture, ça peut être autre chose. Ouais. Euh, Ça peut être juste dessiner, ça peut être faire la cuisine, des petites choses comme ça. Important, prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi. Et tu vois, j'avais cette conversation hier avec une amie, mais c'est se faire plaisir, faire des choses qui nous nourrissent. Tu vois? Exactement. Je crois que c'est cette Exactement. notion-là de qu'est-ce qui me nourrit et qui, du coup, sans t'en rendre compte, ça irrigue tout le reste, en fait. Exactement ça, et ce qui permet vraiment d'atteindre l'équilibre. Mais encore une fois, il faut bien se connaître, hein, pour Il tout faut bien ça, se hein. connaître. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que bah, moi, je dirais, ma vingtaine, ça a été la cata, hein. La trentaine, c'est là où j'ai commencé à m'épanouir. Mm. Voilà, c'était un cheminement. Et là, pareil, hein, ça fait partie des choses que je veux transmettre à mes enfants. Alors, évidemment, j'ai été élevée par des gens passionnés. Je vais leur transmettre ce truc de la passion, Mm. parce que j'adore mon métier aussi. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est Mm. vraiment un truc, je m'épanouis à fond là-dedans. Voilà, hein. Faut dire que j'aime que choisir et 60 millions de consommateurs, donc je peux m'épanouir dans des contrats. Mais du Mais coup, c'est chacun très équilibré tout ça, parce que tu as ton boulot avec des choses très structurées, rationnelles et tout ça, et puis une part de créativité à par côté. ailleurs.
Voilà. Donc ça, mais j'ai mis du temps à découvrir tout ça là. J'imagine que les personnes qui nous écoutent, il y en a qui peuvent se dire, mais ah oui, c'est facile sur le papier. Mais non, je vous Non. assure, c'est pas facile sur le papier. C'est un cheminement. Mm. C'est un cheminement, mais il y a des moments, quand il faut s'écouter, faut prendre conscience des choses. Mm. Alors moi, quand je remontais la pente de mon burn-out / harcèlement moral, j'ai été aidée. Parfois, on peut être aidé, être coaché. C'est pas une faiblesse, hein. Mm. C'est juste qu'à un moment, on n'y arrive plus parce que, je sais pas, moi, quand j'ai eu mes enfants, je dormais pas, j'avais plus mon libre arbitre. Mm. J'étais une cata ambulante. Bah voilà, j'ai été aidée et puis j'ai dormi et ça m'a permis de retrouver mon libre arbitre et voilà. Et c'est pas une faiblesse. Et justement, les enfants, tu en as parlé un peu rapidement, et puis de l'allaitement et tout ça. Comment s'est passée l'arrivée de vos enfants? Donc, ils sont petits, tu les as eus fin de trentaine, c'est ça? Oui, après 35 ans. En fait, on Ouais. a le même âge avec mon mari. Ouais. Et alors, avec mon mari, en fait, on parle énormément. Et à tel point qu'on savait déjà, avant de les avoir, euh, quelles valeurs on voulait leur transmettre. Alors, ça évolue aussi au gré des expériences, hein, évidemment. Mhm. Mais on savait déjà exactement, enfin, savoir est-ce qu'on allait être des parents plutôt cool, sans horaire, ou alors très, très cadrés. Enfin, tout ça, on avait énormément échangé sur notre vision de l'éducation. Et du coup, et aussi de quand est-ce qu'on voulait avoir des enfants. Mhm. Donc ça, on savait qu'on voulait, on sentait, il faut vraiment puiser au fond de soi-même, se mettre d'accord. Et du coup, on s'est synchronisés. Et on les a eus quand on était tous les deux prêts. On a eu la chance aussi que ça marche comme Mhm. ça. Et donc, quand notre fils est né, on était plutôt synchro. Après, rien ne se passe vraiment comme on l'anticipe avec les enfants, hein. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai fait deux déprimes postpartum assez fortes au tout début. Mhm. Après, ça allait. Pendant les 3 premiers mois, je suis vraiment pas une maman épanouie à ce moment-là. Et je le revendique. Mhm. Après, ça va. Mais je le revendique et c'est normal. Et puis, j'ai la chance d'avoir un mari qui est indépendant, qui a toujours été présent. C'est vraiment une team, hein. Mhm. Donc, les 3 premiers mois, il a refusé du boulot pour être avec nous. Mhm. Il travaillait à la maison, donc c'était aussi plus facile pour pallier les imprévus, la fatigue, voilà. Et il est hyper tourné famille. Et donc voilà, enfin c'est vrai qu'on est tous les deux, on adore nos enfants, on fait beaucoup de choses avec eux, on parle beaucoup avec eux. Et c'est sûr que c'est au détriment pardon, de nos moments à nous deux. Mais on s'est dit Ouais. bah voilà, ils sont petits, ils ont besoin de nous, donc c'est notre priorité. Et puis bah on fera des voyages à deux plus tard, hein. Ouais. Donc, de toute façon, là, en ce moment, on peut pas. Donc, c'est réglé. Oui, il n'y a pas de choix. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça. Et qu'est-ce que il y a eu des réajustements? Ouais, donc tu disais, lui, il a refusé du boulot. Toi, ça, au niveau du boulot, ça n'a rien changé. T'as pas. Bah non. Mm. En fait, alors aussi, c'est lié au fait que dans notre couple, on a vraiment tout réfléchi. C'est-à-dire que financièrement, c'est moi le breadwinner parce que je suis Mhm. salariée, et lui, il a une activité plus aléatoire. Donc tout ça, et en fait, aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il s'en fout des injonctions de la société aussi. Mhm. Parce qu'on se dit, ah, c'est le papa qui ramène de l'argent, puis c'est la maman qui s'ajuste. Ouais. Bah, chez nous, ça dépend en fait, hein. Parfois, il a des tournages hyper tard et il ramènera plus. Bah, du coup, je sors plutôt du boulot. Je m'occupe des enfants ou je prends un jour off aussi. Ça peut Mhm. arriver le week-end. Enfin, pas le week-end, mais en semaine ou pendant les Mhm. vacances. Bah voilà, on s'ajuste au quotidien. Et en fait aussi, ce qui est chouette, c'est que on s'ajuste aussi vis-à-vis des corvées, vis-à-vis des enfants. Enfin, on est un peu sur un pied d'égalité aussi vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que Mhm. mon fils, il appelle son papa Mapa. C'est un mélange de papa et maman parce que Dimitri, mon mari, il est pour les enfants, c'est un papa qui joue, mais c'est aussi un papa qui cadre, un papa refuge, un papa qui console, un papa qui endort, qui soigne, Mhm. et donc qui se lève la nuit aussi, hein. C'est Oui. plutôt lui qui se lève la nuit, et on a reconnaissance éternelle, gratitude, Mhm. et parce qu'il vit mieux le manque de sommeil que moi. Et, Ouais. euh, et en fait, bah voilà, c'est ma part, comme ma fille, le matin, elle appelle son père. Mhm. Papa. Ouais. Donc,
En fait, on a un peu gommé l'image traditionnelle, mais comme Ouais. beaucoup de couples, en fait, aujourd'hui, on a gommé les attributs tradis du papa et de la maman. Et en fait, on est une vraie équipe et puis on s'ajuste. Par exemple, mon mari, lui, comme il travaille à la maison, il n'en pouvait plus et il s'est dit, bah, moi, je veux faire de l'escrime. Je veux faire un sport le soir. Ouais. À 18h, je pars à l'escrime 2 fois par semaine. Bon, Mm. là, maintenant, il ne peut pas, mais, Mm. mais avant qu'on soit embêté par tout ça, il m'a dit, bah, je sais pas, tu te débrouilles, tu reviens, et je fais de l'escrime. Ouais. Il dit, OK. C'est pour son. C'est vrai C'est bien. qu'il Ouais. il est beaucoup, quoi. Mm. Et donc, du coup, et bah, voilà, bah, je prends mon ordi, je vais chercher les enfants, et puis je me reconnecte si nécessaire ou pas, ou je m'organise, j'optimise à fond ma journée pour qu'il puisse enfin, pour qu'il puisse partir à 18h et aller à son escrime et être, Ouais. voilà, être plus heureux, quoi. Ouais. Et toi aussi, j'ai l'impression que tu arrives, à prioriser ça. Quand on Ouais. s'était parlé, tu t'étais fait une journée la veille à te faire Voilà, plaisir et tout. Ouais. exactement. Voilà, en fait, c'est encore une fois, c'est bien se connaître et savoir où ça va, à partir de quand ça va craquer Mm. et essayer de se reprendre à chaque fois. Donc, Mm. la formule magique, elle est vraiment dans l'écoute permanente Mm. de comment on se sent. Alors après, parfois, on ne peut pas faire autrement. Donc, on se dit, bon, bah, OK, je vais essayer de tenir jusqu'à telle date et puis voilà, quoi. Mm. Donc, Ouais, tout à fait. Et alors, il y a un sujet dont on avait parlé aussi, et l'autre jour, j'ai fait un petit sondage sur Insta pour savoir ce que les gens avaient envie d'entendre, et j'ai eu beaucoup des tips d'organisation. Donc, donc même si moi, je me dis, bon, les tips d'organisation, il y en a pas vraiment. C'est chaque famille qui fait ah oui. comme ça marche pour elle. Mais toi, je sais que l'organisation, c'est un truc important, que tu me dis que le soir, c'était hyper rodé chez vous. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Alors en fait, on a pris la décision de respecter des horaires et d'adopter une routine hyper précise. Mm. Alors en fait, au début, on s'est dit, enfin, on voulait le faire un peu pour notre confort et se dire, bon, bah, les enfants sont couchés plutôt tôt, on va pouvoir profiter de notre soirée. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était les enfants qui nous imposaient cette routine. Mm. Parce que mon fils, il était crevé à l'école. La maîtresse me disait qu'il s'allongeait par terre à 8h40 à l'arrivée. Il disait qu'il était déjà fatigué. Waouh. Donc, ouais. Alors, on s'est dit, non, non, on va complètement se reprendre. Donc, en fait, c'est un peu milli, hein, notre affaire, mais on est heureux comme ça. Donc, en fait, Mm. et puis surtout, alors, ce qui se passe, c'est qu'on mange hyper tôt, tous ensemble. Et on insiste pour qu'on soit tous ensemble pour avoir un moment de partage à quatre. Mm. On est à table, on se raconte la journée, voilà, on discute, on rigole. Et puis, par contre, après, vers 19h15, c'est là les bains. Alors, les Mm. bains, on les enchaîne, parfois c'est en même temps. Les dents, l'histoire. Et les enfants, ils s'endorment, enfin, ils s'endorment pas, mais ils vont au lit à 20h au max. Mm. Ça, c'est vraiment. Voilà, on s'est rendu compte que s'ils allaient à 20h30 au lit, ils étaient complètement rétamés le lendemain. Ouais. Donc, c'est 20h. C'est vraiment, on s'est calé sur leur rythme et puis on s'est rendu compte que bah, nous, ça nous allait bien aussi parce que à 20h, et ben, nous, on a nos soirées. Et puis, Ouais. alors aussi, on a évité les allers-retours, voilà. Enfin, et on les prépare au sommeil, en fait, dès le bain. On dit à notre fille qu'elle va faire dodo et on fait la même chose, hein, les mêmes gestes tous les soirs à la même heure. Parce que elles, enfin, les deux, ça les prépare psychologiquement, ça fait redescendre Mm. à l'endormissement, pardon, ça fait redescendre la pression de la journée. Ils Mm. se préparent petit à petit à rentrer dans la nuit, Mm. tu vois. Mm. Donc à 20h, bon, sauf tétine envoyée de l'autre côté de la pièce, on n'est pas trop sollicité. Ouais. Ça, Puis c'est les chouette enfants qui d'avoir dorment. des grandes soirées comme ça. Ouais, voilà, du coup à Mm. 20h, mais alors, c'est un peu bizarre parce que comme il y a le couvre-feu en ce moment, à Mm. 20h, on se dit waouh, c'est hyper calme partout. Qu'est-ce Mm. qu'on va faire? Ouais. Donc, voilà, et puis mon mari qui souvent va chercher les enfants plus tôt, du coup il se remet à bosser à ce moment-là. Mm. Donc c'est toujours dans l'ajustement à leur près en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ce qui te permet aussi, toi, donc tu parlais tout à l'heure d'un projet de ton projet de livre. Est-ce que tu Mhm. peux nous partager aussi ton organisation pour trouver des temps d'écriture? Alors voilà, après 20h, du coup, bah, le soir, je fais le compte Instagram et le livre maintenant. Mhm. Donc le livre, c'est un rêve d'enfant, hein, qui est en train de devenir réalité. Mhm. Et puis, bah, comme j'étais pas du tout, je me suis dit, je vais pas réussir à me motiver pour le faire toute seule. C'est un projet que j'avais
j'avais pas vraiment, enfin, dont je rêvais secrètement, voilà. Et puis un jour, Morgane, qui est aussi sur Instagram et qui est, a un compte dédié à la mode éco-responsable, enfin, plus particulièrement, c'est une association qui a pour objectif de promouvoir la mode éco-responsable et à la démocratiser. Des activités de couture, de swap de vêtements. Enfin, là, le Covid nous a un peu freinés, mais voilà, elle est présidente fondatrice et puis je fais partie du conseil d'administration avec des marques, avec des experts de la mode éco-responsable. Donc, on fait ça aussi à côté. Et donc, Morgane m'a dit, bah, tiens, j'aimerais bien écrire un bouquin. Ça, c'était pendant le premier confinement parce qu'on avait la tête dans le sac, zéro échappatoire. Et je lui dis, mais puis on s'entend très bien. On avait écrit des posts ensemble. On est très complémentaires aussi dans nos expertises parce qu'elle, elle est spécialisée elle a fait un 3e cycle dans le développement durable. Ah ouais. Elle a travaillé pour une marque pour justement qu'ils puissent obtenir tous les labels éco-responsables sur le suivi de la production, du sourcing, etc. Donc, elle a une grande, grande expertise là-dessus. Moi, j'ai plus une expertise un peu sur le cadre légal. Donc, on se complète bien. Puis même dans la vie, on se complète bien, tout court. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, on va écrire un bouquin. Donc, on a eu cette idée pendant le premier confinement. On a un petit peu bossé dessus, mais pas trop jusqu'à cet été. Puis cet automne, on a commencé à démarcher les éditeurs et le premier a accepté. Génial. Donc champagne et tout, enfin, on était trop heureux. Et depuis, on se sent complètement galvanisé. Et du coup, notre organisation, c'est le soir, j'écris si je le sens pas. Alors j'écris assez vite. Et puis, on se retrouve tous les soirs, tous les vendredis soirs à 20h30 pendant 2 heures pour faire le point sur ce qu'on a écrit et relire les parties de l'autre. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'est aussi hyper cadré. J'espère qu'on va réussir à tenir le délai parce qu'on doit rendre le manuscrit en septembre et ce sera publié l'année prochaine. C'est long, les livres. Ouais, c'est long. Wow, mais bravo. Bravo, on suivra ça. Tu nous tiendras au courant. Ah bah avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Après, c'est tellement chouette. C'est tellement bien. Et puis, ça, c'est un énorme challenge parce qu'on ne l'a jamais fait, parce on a des doutes et en même temps, on est hyper sûr de nous. Mais on est complètement à fond, quoi. Ah non, c'est génial. Ça doit être bien de le faire à deux. Ah bah oui. En fait, je me suis dit, jamais toute seule, je le ferai. Ah ouais? Non. Parce que j'aime bien avoir un sparring partner, j'aime bien échanger, j'aime bien que l'idée, elle passe le test du contradictoire, de la vision de l'autre pour voir si elle résiste, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne ou si elle doit être réajustée. Et j'aime bien aussi échanger et faire passer le crash test des idées des autres. Enfin, voilà. J'aime pas beaucoup travailler toute seule, en fait. Donc c'est sûr que, franchement, sans Morgane, je ne l'aurais pas envisagé. Je l'aurais pas concrétisé. Bravo. Bravo, bravo. J'ai hâte de le lire. Ah ben, je te l'enverrai. Avec plaisir. Je voulais qu'on revienne à une chose sur justement la notion de culture et de bain familial. Tu me disais que du côté de ta maman, donc, qui est japonaise, tu es parmi la première génération de femmes qui peut faire carrière. Oui. Qu'est-ce que ça fait, ça? Oui. C'est assez vertigineux, en fait. En fait, ce qui semble très évident pour nous toutes, comme tu le dis dans le podcast, pouvoir tout faire, ça n'est pas évident pour toutes. Ça n'est pas évident pour toutes les femmes sur cette planète, malheureusement, c'est loin d'être évident. Et notamment au Japon, enfin toujours encore, c'est compliqué pour des femmes de travailler et d'être maman. On peut pas faire carrière, enfin on peut travailler, mais on peut pas faire une grande carrière et avoir des enfants, c'est pas très bien vu et puis c'est très compliqué dans les faits. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Donc et beaucoup de femmes ne travaillent pas. Dès qu'elles ont des enfants, elles s'arrêtent de travailler, elles sont dépendantes de leur mari. Et en fait, je pense aussi le fait que nos parents nous poussent énormément pendant les études, à faire des longues études, avoir des bonnes notes, etc. C'est parce que ils voulaient nous élever pour qu'on soit des femmes indépendantes. On est 2 filles.
Et donc, voilà, c'était pour eux une responsabilité énorme parce que c'était la première fois dans les histoires respectives de nos familles que c'était possible. Donc, je pense qu'ils ont vraiment senti une pression pour qu'on puisse bien faire les choses et avoir notre vie en main. Ouais. Donc ça, et effectivement, du côté japonais, avec ma sœur, on est la première génération de femmes à pouvoir faire les deux sans se justifier et en ajustant, hein, on vient de le voir, et pas plus qu'une autre ici. C'est quelque chose de normal. Et en fait, je suis hyper reconnaissante. Je me rends compte de la chance. Je suis pleine de gratitude envers l'univers pour cette chance parce que moi, j'ai ma grand-mère. Elle est morte il y a 5 ans, à 102 ans. Donc, elle vient vraiment d'un autre espace-temps. Et j'ai eu la chance d'énormément échanger avec elle en étant adulte, de connaître sa vie. Et elle était hyper fière de ma sœur et de moi parce que on était les premières, effectivement, dans l'histoire des femmes de la famille à pouvoir faire nos propres choix. Ça veut dire quoi? Le choix de se marier ou non, le choix de choisir le choix de notre époux, le choix d'avoir des enfants ou non, le choix d'étudier ou pas, choisir ses études, son métier, etc., etc. Parce qu'elle n'a pu faire aucun de ces choix-là. Ah ouais. C'était quoi ça? Mariage arrangé. Elle était déjà promise à l'adolescence à mon grand-père. C'est pas d'études. Elle a eu l'équivalent je pense qu'elle a fait les études jusqu'à la fin du collège, alors elle aurait rêvé étudier. Pas la possibilité de tomber amoureuse. Pas la possibilité de choisir quand est-ce qu'elle allait avoir des enfants, combien d'enfants elle allait avoir. Elle a eu 3 enfants. Pas la possibilité de choisir même ce qu'elle voulait faire pendant ses loisirs. Enfin, voilà, c'était. Et en fait, mon grand-père est mort quand elle avait 80 ans. Et à 80 ans, elle a dit, je vais enfin pouvoir vivre. Waouh. Ouais. Donc, cette histoire-là, bon, c'est ma grand-mère, donc elle est proche, mais il y a encore tellement de femmes pour qui c'est comme ça aujourd'hui. Et je pense que voilà, on doit tout choisir, c'est compliqué au quotidien, mais en fait, on a quand même énormément de chance. On ne se rend pas compte de ça. Ah ouais, non, c'est certain. Je pense que parfois, on est un peu enfant gâté parce que, alors bon, enfant gâté, tout est relatif, mais on a la possibilité de faire ces choix-là. Parfois pas. Il y a certaines familles en France qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'envoyer leurs enfants faire des études, etc. Parfois, il y a des gens encore qui n'ont pas le choix ou parce que voilà, c'est d'autres cultures. Et en tout cas, pour celles qui peuvent le faire, on a une chance inouïe. Inouïe. Et c'est récent, en fait, dans l'histoire de l'homme. Ouais, c'est vrai. Mais quelle richesse cette perspective, parce que tes choix, ils ont d'autant plus de valeur, en fait. De saveur, de valeur. C'est fou, en fait. Je me dis, mais il y a des moments. Alors, c'est aussi un peu pour ça que je regarde les dramas coréens, parce que la condition des femmes est horrible là-bas. Et souvent, il y a beaucoup d'intrigues autour de comment elles peuvent acquérir leur propre liberté. C'est un peu gnangnan parfois, mais ça m'intéresse. Et puis, c'est assez proche de ce qui se passe au Japon aussi. Ça me permet de garder le lien. Ouais. Et puis, ça me permet de savourer encore plus cette liberté, toute relative, mais cette liberté que j'ai, en tout cas. Et voilà. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend plus compte. De quoi tu es fière, Fanny? Alors, de quoi je suis fière? Alors, je suis fière de mon chéri, de notre famille, parce que c'est la plus grande source de bonheur au monde pour moi. Et en fait, je vais te dire un truc un peu gnangnan, mais j'ai pas trouvé autre chose. En fait, je suis fière d'être simplement heureuse parce que c'est un équilibre qui est ultra complexe. C'est un long cheminement. Ça a nécessité un long périple. Et aujourd'hui, à 40 ans, je peux dire que on est super bien. C'est plutôt voilà, dire qu'on est heureux dans notre vie, malgré le Covid, malgré tout ce que tu veux, malgré les aléas. Et on fait ce qu'on aime. On est avec les gens qu'on aime. Et c'est un peu gnangnan, mais c'est ce dont je suis le plus fière aujourd'hui. Non, c'est pas gnangnan, je pense. Et puis ça rejoint la conversation qu'on avait en off au début, mais je pense que c'est la chose la plus utile et précieuse qu'on puisse faire en ce moment, c'est s'assurer de ça, quoi. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup la main. Donc, donc c'est bien d'entendre ça. Et c'est pas évident, hein. Non. Et c'est pas évident, hein, parce que c'est fruit de plein de compromis, de discussions, d'expériences. Enfin, c'est des algorithmes hyper élaborés, le bonheur. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et en fait, on nous le vend comme un truc assez évident, accessible, ça doit nous tomber dessus. Mais non, ça se fabrique, hein. Ça se Ça se fabrique. fabrique. On souffre, hein, pour être heureux. Enfin, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Ça, parce qu'on comme ça, on connaît nos propres limites. Mais en fait, je pense que c'est le truc le plus compliqué. Ouais, ouais. Et en même temps, une fois qu'on a trouvé quelques recettes qui marchent sans la prétention de dire que c'est Oui. figé, ben ça Oui. paraît d'une simplicité Ouais, évidente, malgré tout le chemin avant. Mais c'est ça. c'est paradoxal. Complètement paradoxal. Mm. Et passionnant aussi. Et passionnant. Merci beaucoup, Ouais. Fanny, pour ton partage. C'était un régal d'échanger avec toi et de t'entendre. Et Merci de m'avoir fait réfléchir parce que du coup, j'ai dû un peu puiser en moi et de me dire, et en fait, j'apprécie encore plus ma chance. Donc, merci à toi parce que je m'en rends compte en fait, en partageant, en me disant, bon, bah, quand même, voilà, c'est fou quoi, d'être en 2021 et d'avoir la chance de pouvoir tout faire comme ça. Donc, merci de m'en avoir fait prendre conscience. Oh, bah écoute, tant mieux si ça fait ça. Merci beaucoup. Et puis, on partagera à la sortie de ton livre. Et on suivra tout ce que tu fais d'ici là. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. À bientôt. Merci à tous. Merci Fanny pour ton généreux et sincère partage. On a vraiment hâte de découvrir ton livre. Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Pour soutenir les équilibristes, pensez à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée, ou à partager un épisode avec quelqu'un qui le pourrait intéresser. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la lettre hebdomadaire numéro d'Équilibriste, vous pouvez trouver les éditions précédentes et vous inscrire sur mon site www.leséquilibristes.com. C'est tout sauf un spam, j'y partage des ressources, des anecdotes et des réflexions sur les sujets qui nous animent ici. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et merci de faire une place aux équilibristes dans vos quotidiens. On se retrouve dans 2 semaines pour une discussion passionnante avec un papa. D'ici là, portez-vous très bien.